Inspiré de faits réels, un garçon reçoit une bourse pour fréquenter une école dans une colonie isolée et mystérieuse, pour finalement découvrir les sombres horreurs qui s'y cachent. En 1989, au Chili, durant les derniers mois de la dictature, Pablo se remet de blessures à la tête dans un hôpital situé au sein de Colonia Dignidad. Fondé au début des années 60 par un ancien médecin allemand et d'autres colons allemands ayant fui leur patrie après la Seconde Guerre mondiale, Colonia Dignidad est une communauté isolée et strictement contrôlée dans le sud du Chili. Réputée pour ses principes religieux stricts et son respect des traditions germaniques, la colonie exploite également un hôpital et offre une aide caritative aux communautés locales, cultivant ainsi une réputation d'organisation bienveillante. En ouvrant désormais une école pour les enfants chiliens, la colonie a choisi Pablo comme premier bénéficiaire d'une bourse, impressionné par son talent exceptionnel pour le chant. À la grande joie de Pablo, son pasteur local arrive pour prendre de ses nouvelles. Après avoir loué son courage durant son traitement, le pasteur se concentre sur l'opportunité de la bourse offerte par la colonie. À ce moment-là, ils entendent un groupe de garçons en train de répéter pour leur chorale. Pablo remarque que leur façon de chanter est étrange, mais le pasteur écarte son commentaire et recentre l'attention sur les avantages de la bourse. À travers la colonie, un haut-parleur répète inlassablement « Travailler, c'est servir Dieu ». Plus tard, le pasteur présente Pablo à Paul Chaffé, fondateur et dirigeant de la colonie, connu affectueusement par ses membres sous le nom des « Oncle Paul ». Paul accueille chaleureusement Pablo et le félicite pour son rétablissement. Il l'invitait ensuite, ainsi que le pasteur, à assister à une répétition de la chorale. Sur le chemin du retour, le pasteur promet de revenir le lendemain matin avec Pablo et sa mère. Lorsque Paul demande si le garçon aime chanter, le pasteur s'enthousiasme en racontant comment l'église se remplit chaque fois qu'il se produit. Ce soir-là, une ouvrière de la colonie, Gisèle, rapporte avec dévotion le travail accompli à Paul. Elle partage ensuite un rêve marquant, où elle voit un berceau vide, que le chef de la communauté interprète comme un signe qu'elle n'est pas encore prête pour la maternité. Il l'encourage alors à continuer à travailler dur, lui rappelant que tout est au service de Dieu. Le lendemain, la mère de Pablo, Cecilia, une ouvrière temporaire, travaille aux côtés d'autres personnes dans la région montagneuse de la colonie. Un haut-parleur répète en boucle la devise de la communauté, servant de rappel constant et de motivation. Chez le dirigeant de la colonie, Pablo montre avec excitation à sa mère les vêtements importés que Paul lui a offerts et partage son enthousiasme à l'idée de rejoindre la chorale. Cecilia hésite cependant, rappelant son récent mauvais comportement qui lui a valu une blessure à la tête. Offensé, Pablo lui reproche la manière dont il a grandi après qu'elle ait chassé son père. Il insiste également sur le fait qu'il préfère écouter le pasteur, qui a pris soin de lui. Lorsque Paul et le pasteur arrivent, Paul énumère les avantages que Pablo recevra dans la colonie, y compris une éducation, une formation musicale et une orientation spirituelle. Tout en étant reconnaissante, Cecilia rappelle que le pasteur s'occupe déjà de son fils. En réponse, le dirigeant insiste sur le fait que tout ce qu'il offre est entièrement gratuit, et le pasteur encourage Cecilia à accepter l'offre. Paul et le pasteur s'éclipsent ensuite pour lui laisser le temps de réfléchir. Après réflexion, elle demande à Pablo s'il veut vraiment cette bourse. Lorsqu'il confirme, elle lui fait promettre d'être sage, et il accepte. En plaisantant, elle lui désigne la télévision, soulignant qu'il pourra enfin en regarder une, tandis que Pablo, enthousiaste, lui montre le piano, affirmant qu'il apprendra aussi à en jouer. Désormais seul dans la maison de Paul, Pablo se détend un moment devant la télévision avant de s'installer avec empressement sur le siège du piano. Quelques instants plus tard, le chef de la colonie entre avec un verre de lait chaud et tire une chaise. Il l'interroge sur son expérience du chant à l'église, et le garçon admet qu'il trouve la musique religieuse ennuyeuse. L'encourageant, Paul invite Pablo à chanter la chanson de son choix. Le garçon s'exécute avec enthousiasme, laissant le dirigeant de la communauté visiblement impressionné. Plus tard, Gisèle escorte Pablo vers les dortoirs. Alors qu'il défait ses bagages et découvre son nouvel environnement, un membre de la chorale nommé Rudolf entre discrètement dans la pièce. Désireux de se faire un ami, Pablo se présente et demande le nom de Rudolf. Jetant un regard prudent par la fenêtre, puis se baissant pour s'assurer qu'il n'est pas vu, Rudolf murmure un avertissement, ils n'ont pas le droit de parler à l'intérieur. Il explique que Dieu et oncle Paul interdisent les conversations secrètes. Intrigué, Pablo fait remarquer que le dirigeant de la communauté n'est même pas là et qu'il ne pourrait donc pas savoir de toute façon. Cette nuit-là, les aboiements des chiens réveillent Pablo. Curieux, il sort et rencontre Ingrid, qui avoue avoir laissé sortir les chiens parce qu'elle aime les voir courir. En le reconnaissant comme le nouveau membre de la chorale, elle se présente comme la pianiste. Lorsque Pablo demande pourquoi Rudolf n'était pas dans le dortoir, Ingrid explique qu'il est un sprinter, chargé d'effectuer des tâches pour oncle Paul. Elle ajoute que les sprinters ont des privilèges, comme regarder la télévision, et elle lui montre Rudolf en train de le faire dans la maison de Paul pour le lui prouver. Avant de partir, Ingrid avertit Pablo de ne parler à personne des chiens. Dans un atelier isolé, Gisèle rencontre secrètement Johannes, un autre membre de la colonie, leur relation interdite pesant sur eux. Après lui avoir donné de la nourriture, Gisèle partage l'interprétation de son rêve par Paul. Accablé par la culpabilité, Johannes devient anxieux, craignant que Dieu et oncle Paul ne connaissent leurs secrets. Se blâmant lui-même, il se persuade qu'il est possédé par le diable.
Après le départ de Gisèle, Johannes tente désespérément d'exorciser l'esprit maléfique qu'il pense l'habiter. Plus tard, Paul convoque une réunion communautaire après qu'un ouvrier ait rapporté avoir vu Johannes et Gisèle ensemble. Debout maladroitement sur scène devant la foule silencieuse, les deux endurent la réprimande cinglante de Paul pour leurs actes. Comme punition, Paul ordonne à une Gisèle en larmes de gifler Johannes. Puis, il commande à plusieurs hommes de lui enfiler de force un pull blanc et de l'emmener. Par une matinée ensoleillée, Pablo et d'autres sont envoyés dans les champs de maïs pour récolter. Afin d'égayer cette tâche ennuyeuse, Pablo engage la conversation avec Rudolf, le taquinant sur sa chance de pouvoir regarder la télévision. Rudolf répond sèchement qu'il n'aime même pas ça. Saisissant l'occasion, il demande à Pablo à quoi ressemble la vie au-delà de la communauté fermée, avouant qu'il n'a jamais mis les pieds en ville. Pablo décrit alors l'agitation extérieure, les rues, les magasins, les voitures et les feux de circulation. Lorsque Rudolf confesse qu'il ne sait pas ce qu'est un feu de circulation, Pablo s'empresse de le lui expliquer avec enthousiasme. Il invite ensuite Rudolf à aller voir le groupe Los Prisioneros avec lui, avant de réaliser qu'il n'a aucune idée de qui ils sont. Alors que Pablo commence à uriner, Rudolf l'avertit que Dieu serait en colère. Impassible, le Chilien ignore l'avertissement, encourageant ainsi son nouvel ami à faire de même. Dans la maison de Paul, ce dernier, Ingrid, Gisèle et deux ouvriers se réunissent, ces derniers accusant Ingrid d'avoir libéré les chiens. Ingrid nie les faits et raconte sa journée pour se défendre. Paul commence alors à la renifler et affirme qu'il sent le diable sur elle, donnant un signal aux autres. Suivant son ordre implicite, ils attrapent un pull blanc et le lui enfilent de force. D'un ton menaçant, le leader exige ensuite qu'elle joue du piano. Alors qu'elle s'exécute en pleurant, Paul fait signe d'intensifier la punition. Hésitante mais obéissante, Gisèle attrape les cheveux d'Ingrid et les tire violemment en arrière à plusieurs reprises pendant qu'elle continue à jouer. Le lendemain matin, Pablo se faufile dans la maison de Paul pour essayer de jouer du piano, mais il est surpris par des cris de femmes venant de loin. Cette nuit-là, il entend des pleurs similaires et, à travers la fenêtre, aperçoit trois hommes traînant et giflant Ingrid. Alarmé, il questionne Rudolf, qui lui fait signe de se taire et explique que le pull blanc signifie que la personne qui le porte est malade spirituellement et a besoin d'être guérie. Soudain, Paul entre dans leur chambre pour s'assurer que les garçons dorment bien. Alors qu'ils s'entraînent au tir dans la forêt, Pablo demande brusquement à Paul la signification du mot « sprinter », expliquant qu'il l'a entendu quelque part. Refusant d'en révéler le véritable sens, le leader donne la définition anglaise standard et détourne l'attention du garçon vers une image de cerf. Il lui montre ensuite son adresse au tir en visant à plusieurs reprises la tête de l'animal. Lorsqu'il s'exerce avec la chorale, Pablo devient rapidement le favori du leader grâce à son talent. Pendant qu'elle nettoie la maison de Paul, Gisèle subtilise secrètement un livre de science, espérant qu'il l'aidera à réaliser son désir d'avoir un enfant. Dans l'atelier de menuiserie, elle et Johannes lisent un passage sur la reproduction animale, un sujet qui leur est inconnu à cause de leur éducation cloîtrée. En tournant une page, ils découvrent une peinture représentant des animaux dans une pose intime. Pensant que c'est ainsi que cela fonctionne, ils essaient maladroitement d'imiter la scène mais échouent. Un jour, Paul rassemble les garçons pour une course, expliquant qu'il a besoin d'un sprinter pour un événement spécial avec des invités le lendemain. Il annonce que le vainqueur sera sélectionné pour la tâche. Lorsque Pablo gagne, un autre garçon proteste immédiatement, affirmant qu'un Chilien ne peut pas être sprinté. Offensé, Pablo le pousse, mais Paul intervient avant que la situation ne dégénère et renvoie les garçons. Il prend ensuite Pablo à part pour un discours d'encouragement sur son rôle du lendemain. Plus tard, Paul et un assistant examinent et compilent des enregistrements audio des membres de la communauté, veillant à inclure des extraits de Pablo. Ils préparent ensuite des copies à remettre aux autorités chiliennes et à l'ambassade d'Allemagne. À la clinique, Gisèle retire délicatement les points de suture de Pablo, dont la blessure à la tête est désormais complètement guérie. Elle sort ensuite brièvement pour noter les noms des visiteurs dans la salle d'attente. L'une d'elles, Martha, lui demande soudain si elle connaît sa sœur, Gloria Silva. Ne la connaissant pas, Gisèle écoute alors Martha s'adresser à toute la pièce dans un discours enflammé. Elle révèle la véritable nature sombre de Colonia Dignidad, expliquant que, malgré les louanges des habitants pour l'aide médicale apportée par les Allemands, la colonie cache une réalité bien plus sinistre. Martha affirme que sa sœur était une syndicaliste détenue à Colonia Dignidad en mars 1974. Elle ajoute que Gloria a énormément souffert avant de disparaître. Tandis que les ouvriers traînent Martha hors de la salle, elle supplie désespérément qu'on l'aide à retrouver sa sœur, sous le regard confus de Pablo. Lors d'un événement spécial à Colonia Dignidad, des hauts fonctionnaires chiliens et des représentants de l'ambassade allemande se réunissent. Dans son discours, Paul exprime sa gratitude pour leur soutien indéfectible, malgré les efforts de certains pour ternir la réputation de la colonie. En guise de remerciement, il fait personnellement distribuer par Pablo les enregistrements préparés aux invités. La première dame du Chili prend ensuite la parole, félicitant la colonie pour son soutien aux habitants locaux. Elle accorde une reconnaissance spéciale à Pablo, estimant qu'il incarne l'impact positif de la colonie et exprimant l'espoir que de nombreux autres Chiliens bénéficieront de la même manière à l'avenir. Après l'événement, Paul s'entretient avec un général chilien qui le félicite pour sa gestion de la colonie. Paul lui remet alors un tract sur Gloria Silva. Après un bref regard,
le général le rassure en disant qu'il n'y a rien à craindre. En réalité, la colonie collabore avec la dictature chilienne depuis les années 1970. En échange du droit de rester au Chili, Paul et les colons allemands offrent leur territoire isolé comme couverture aux activités clandestines du gouvernement, notamment pour réprimer les dissidents comme Gloria Silva. Cette alliance a aussi permis à Paul d'échapper à une extradition vers l'Allemagne, où il est accusé de crimes atroces. De plus, ce partenariat lui assure une autorité incontestée sur la colonie. Alors que Rudolf regarde la télévision, Pablo l'observe discrètement depuis l'extérieur. Lorsque Rudolf l'éteint soudainement et se dirige vers une autre pièce, Pablo le suit. À sa grande surprise, il voit son ami dans la chambre de Paul, assis à proximité avec une expression terrifiée, tandis que le chef de la colonie est allongé dans son lit. Sans que Pablo ne le sache, quelqu'un enregistre secrètement chacun de ses mouvements. Le lendemain matin, Paul l'invitait chez lui. Après avoir loué la performance de Pablo lors de l'événement, il lui révèle doucement qu'il est au courant de ses escapades nocturnes. Le leader lui demande s'il envie Rudolf de regarder la télévision ou d'être plus aimé que lui, mais le garçon nerveux secoue silencieusement la tête. Paul le menace alors de le dénoncer au pasteur et de l'expulser de la colonie. Lorsque Pablo n'y avoir fait quoi que ce soit de mal, le leader l'avertit des dangers de l'envie et des secrets, ajoutant que la désobéissance le mènera sur le même chemin que son père délinquant. Finalement, cependant, le chef de la colonie lui permet de rester. Une nuit, poussés par leur désir désespéré d'avoir un enfant, Gisèle et Johannes volent un bébé à l'hôpital de la colonie. Le lendemain matin, Gisèle, accompagnée de Pablo, se précipite vers une rivière voisine où plusieurs hommes ont retrouvé Ingrid inconsciente. Elle aurait apparemment tenté de fuir la colonie en traversant la rivière mais s'est écrasée contre les rochers. Après avoir chargé Ingrid dans l'ambulance, Gisèle dit solennellement à Pablo que la désobéissance est une maladie grave aux conséquences dévastatrices. Cette nuit-là, Pablo sort discrètement de sa chambre après avoir aperçu Gisèle. Curieux de savoir où elle va, il décide de la suivre. À sa stupéfaction, il découvre plus tard Gisèle et Johannes sur une scène, sous une lumière tamisée. Devant eux, une télévision diffuse un enregistrement de leur acte intime dans l'atelier de menuiserie. Lorsque la vidéo se termine, Paul les réprimande sévèrement, non seulement pour leurs actions, mais aussi pour avoir volé un bébé. Il leur ordonne ensuite de se déshabiller. En pleurs, le couple obéit à contre-séhur. Brandissant une lampe torche sur leurs corps exposés, Paul les fustige, déclarant que des pécheurs comme eux ne mériteront jamais d'avoir un enfant. Submergé par l'émotion, Gisèle se met à hurler sur Johannes. Le leader allume ensuite calmement les lumières, révélant que les autres ouvriers observaient en silence depuis l'arrière tout ce temps. Horrifié, Pablo fait demi-tour et s'enfuit. Le jour de Noël, tous les enfants sont convoqués dans la salle principale. Après un tour de chant, Paul présente un homme déguisé en Père Noël, qui apparaît brièvement avant d'être remplacé par une personne costumée en Krampus. La vue du démon de Noël terrifie les enfants tandis que Krampus grogne et rôde de manière menaçante. Soudain, Krampus saisit un garçon et le traîne à l'avant. Le reniflant à la manière habituelle de Paul pour détecter les esprits mauvais, l'enfant est si terrifié qu'il se fait dessus. Krampus se tourne ensuite vers Pablo. Bien qu'il tente de paraître courageux, une lueur de peur traverse son visage lorsqu'il frissonne sous le regard du démon. Alors que les enfants pleurent de peur, Paul renvoie l'homme déguisé en Krampus. Il les rassure ensuite en leur disant que tant qu'ils sont obéissants et ont la conscience tranquille, ils n'ont rien à craindre. Pendant ce temps, l'homme sous le costume de Krampus retire son masque. C'est Johannes, dont le visage est alourdi par la culpabilité alors qu'il fixe silencieusement le masque. Lors d'une activité physique, Pablo se bat avec un autre garçon. Lorsque Paul lui rappelle que les sprinteurs ne doivent pas se comporter ainsi, le garçon chilien rétorque qu'il ne veut plus en être un. Remarquant la mauvaise humeur de Pablo, le leader ordonne aux autres garçons de le chatouiller comme une forme de punition. Ensuite, il l'avertit de reconsidérer ses actions, ajoutant que c'est sa dernière chance avant qu'il n'en informe sa mère. Cette nuit-là, Paul emmène Pablo dans sa chambre et lui offre un cadeau, lui promettant qu'il pourra désormais regarder la télévision ici à tout moment. Cependant, lorsque Pablo semble mal à l'aise, Paul s'énerve brusquement contre lui. Pablo découvre alors le véritable rôle d'un sprinter. Le lendemain matin, Gisèle, le visage marqué par l'inquiétude, reconduit Pablo en silence vers les dortoirs. Une vie entière sous l'autorité du chef de la colonie l'a rendue bien trop consciente de ce que Pablo a enduré la nuit précédente. Lorsque Rudolf interroge Pablo sur son expérience, le garçon encore traumatisé peine à répondre. Rudolf admet qu'il n'a pas aimé son expérience non plus, mais dit qu'il croit en la promesse du leader que cela leur garantira une place au paradis. Après un moment de silence, Pablo déclare fermement son intention de quitter la colonie. Lorsque Rudolf l'avertit qu'il se fera attraper, Pablo affirme avec confiance qu'il peut traverser la rivière et l'incite à le rejoindre. Inquiet, Rudolf insiste sur le fait que Dieu avertira Paul de leur plan. Cependant, le Chilien rebelle réplique qu'il ne croit plus en Dieu, ayant vu la véritable nature de Paul. Troublé, Rudolf commence à chanter un cantique religieux en réfléchissant au plan de Pablo. Cette nuit-là, Paul entre dans les dortoirs et s'assoit à côté de Pablo. Il reconnaît silencieusement qu'il sait que le garçon est éveillé et avoue qu'il n'arrive pas à dormir non plus. Comprenant l'implication de Paul,
Pablo déclare fermement qu'il ne veut plus être un sprinter et qu'il va partir. Bien que pris au dépourvu, Paul choisit de le laisser tranquille pour l'instant. Avant le lever du soleil, Pablo se dirige vers la rivière, déterminé à partir. Cependant, une voiture s'arrête soudainement à côté de lui. Réalisant qu'ils ne le laisseront pas s'échapper, il s'enfuit en courant, mais est rapidement capturé par les hommes de Paul. Plus tard dans la journée, alors que Pablo est inconscient dans son lit, Gisèle lui injecte à contre-ségur une substance destinée à paralyser temporairement son corps. Un peu plus tard, Gisèle rencontre la mère de Pablo, Cecilia, et son pasteur local. Un des hommes de Paul observe la rencontre pour s'assurer qu'elle suit bien leur scénario. Gisèle affirme que Pablo est tombé gravement malade et qu'aucun traitement n'a pu le sauver. Alarmée, Cecilia exige de voir son fils. L'ouvrière explique alors que la maladie du garçon lui a causé des hallucinations, entraînant un accident mortel à la rivière. Méfiante, Cecilia se lève et insiste pour le voir. Ayant déjà anticipé cette réaction, Gisèle et l'homme l'emmènent immédiatement dans une pièce adjacente, où repose le corps de Pablo dans un cercueil ouvert. En s'approchant du corps de son fils, Cecilia mêle sa douleur à de la colère, lançant un regard noir au pasteur qui l'avait convaincu d'envoyer Pablo à la colonie. Dévastée, elle serre le corps de Pablo contre elle, ignorant qu'il est en réalité conscient. Paralysé par la substance administrée par Gisèle, Pablo tente de communiquer, mais reste incapable de bouger. Submergée par la douleur, Cecilia essaie de soulever son fils pour l'emporter, mais elle est rapidement maîtrisée. Ce soir-là, Pablo se réveille enfin, son corps endolori après des heures d'immobilité. Après s'être étiré, il remarque que le lit de Rudolf est vide. Soupçonnant que son ami endure à nouveau la cruauté de Paul, Pablo s'introduit discrètement dans la maison du leader. Il récupère une arme que Paul lui avait appris à utiliser et se dirige vers la chambre avec détermination. Pablo braque l'arme sur Paul, mais Rudolf s'interpose, le suppliant d'arrêter. Après un moment de tension, Rudolf décide de rejoindre Pablo, et les deux s'enfuient audacieusement. Alors que les ouvriers de la colonie les recherchent frénétiquement, c'est finalement Gisèle qui les retrouve. Rongée par la culpabilité, elle choisit de ne pas les arrêter et leur tend une lampe torche, les incitant silencieusement à continuer. Après avoir affronté les courants violents de la rivière, Pablo parvient à atteindre l'autre rive. Lorsqu'il réalise que Rudolf est introuvable, il l'appelle désespérément. Tragiquement, son ami n'a pas survécu. Même après la transition du Chili vers la démocratie, Colonia Dignidad a continué d'exister, Paul Chaffee maintenant son règne oppressif jusqu'à sa mort en 2010.